Bienvenue dans cette nouvelle visite. Aujourd'hui, on est dans les Pays de la Loire, chez Martin de Candre. Nous sommes avec Augustin qui va nous raconter l'histoire de Martin de Candre. Très bien. Bon, bienvenue à la savonnerie Martin de Candre. Donc ici, on se trouve devant anciennement le premier magasin de la savonnerie, qui aujourd'hui est reconverti en musée sur l'histoire de la publicité avec le savon du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e. Donc l'histoire de la savonnerie est née en fait de la rencontre entre mes grands-parents et un ancien maître savonnier qui prenait sa retraite sans qu'il y ait de suite derrière. Et dans les années 70, mes grands-parents qui étaient agriculteurs, ça a été une époque très difficile dans l'agriculture française, avec les débuts de la politique agricole commune qui subventionnait tous les exploitants agricoles qui rentraient dans certaines cases, et puis tous les autres du coup ne pouvaient plus produire à prix de marché et mettaient la clé sous la porte. Et donc pour eux c'était vraiment une opportunité de rencontrer ce maître savonnier, parce que ça donnait une perspective de complément de revenus importante. Donc il leur a laissé tout son matériel, ses recettes, les a briefés au début sur les 2-3 premières années. Et donc les premiers clients de la savonnerie, ça a été donc les chirurgiens dentistes qui s'approvisionnaient en vente par correspondance. Et après, ma grand-mère a ouvert le magasin qui se trouve là derrière dans les années 80 au grand public. Il y a eu tout un effort fait aussi sur la prospection à travers des petits salons locaux, tout ça, pour faire connaître vraiment la savonnerie auprès du grand public. Et au jour d'aujourd'hui, le marché, on va dire, est tourné à peu près à 60% sur le grand public et 40% auprès des professionnels. Et ça s'accroît de plus en plus. Voilà, donc on est sur un procédé de saponification selon la méthode traditionnelle marseillaise, avec une saponification à chaud et des huiles 100% végétales. Voilà. Et chez nous la spécificité c'est qu'on ne fait pas que la pâte à savon, on fait aussi nos parfums, qui est aussi un métier à part entière qu'on maîtrise en interne. Et après on s'occupe de toute la partie commercialisation des produits. Voilà pour la présentation de l'entreprise à ce jour. Et peut-être que grâce à vous, on continuera l'histoire quelques décennies encore. Voilà, merci.
Comment ça se passe ce remplissage pour ce bol, Cyril? Impeccable. Impeccable. Oui. On attend les fraises. Bon. La pâte adhère facilement. Oui. Pas trop de bulles d'air. Non, ça va. L'odeur monte bien au nez. Aux agrumes. Aux agrumes. « 308. Ah bah alors ça c'est une bonne marque. À voter. Bon modèle. Ah oui, c'est vrai. Je peux faire le parallèle avec les fromages ou pas? Si tu veux. Non, c'est qu'en fait pour rendre la pâte à savon malléable, après la fabrication il faut un délai pour qu'on puisse la travailler et qu'elle soit malléable. C'est pour ça qu'une fois que la fabrication est effectuée, on a à peu près 2 mois minimum pour le savon à raser d'attente nécessaire avant de pouvoir travailler la pâte et la conditionner au format souhaité. En l'occurrence, ces pots de 200 grammes là, une fois pour les remplir, eh bien, on est obligé d'attendre 2 mois pour passer à cette étape de mise en pot, à l'issue de laquelle on va les laisser en rayon comme ça pendant à peu près 2 semaines pour que quand il y aura la pose du couvercle, on n'ait pas une adhérence qui se crée entre le savon et le couvercle et que quand on l'ouvre, tout nous reste dans le couvercle et le fond du pot d'un côté, quoi. Voilà. Alors là, donc, on est devant la présentation du savon à raser en bol bois. Donc, on présente nos 6 savons à raser différents dans 6 essences de bois différentes. Donc, on travaille avec un tourneur de la région qui usine donc des bois de feuillus locaux, ce qui est intéressant au niveau aussi développement durable. Alors par exemple pour le savon à raser original, on le présente en bol en bois de hêtre qui se reconnaît avec ses petites mouchetures. Ensuite vous avez le savon à raser vétiver que vous pouvez voir ici, présenté en bol en chêne. Après vous avez le savon à raser rose présenté en bol de bois de tilleul qui a ce côté un petit peu nacré et qu'on associait bien avec la rose. Ici, vous avez le savon à raser fougère présenté en bol de bois de frêne, qui a un veinage assez caractéristique, très esthétique. Et puis, vous avez également le savon à raser agrumes présenté dans un bol en bois de merisier. Voilà. On trouvait bien associé avec sa teinte un petit peu brune, presque orangée. Voilà, donc c'était pour nous intéressant de pouvoir offrir à nos clients nos savons à raser dans leur intégralité en bol en bois. C'est assez intéressant au niveau développement durable et puis le bol après a une deuxième vie chez les clients. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est sur une matière vivante parce qu'au fur et à mesure de l'utilisation du savon, vous allez voir que le veinage peut présenter des teintes qui vont évoluer du fait peut-être de la présence d'humidité, mais c'est une matière vivante et qui n'est pas complètement imperméable ni hermétique. Et donc faut pas être surpris si de temps en temps on peut observer une évolution dans le veinage des bols, ce qui est tout à fait normal, hein. On est sur une matière vivante à la différence du plastique qui est complètement inerte. Voilà. Pour les médailles en fait là on est sur la version la plus élaborée dans la présentation de nos savons à raser. Et on trouvait intéressant de mettre en avant un savoir-faire local, puisque à Saumur, historiquement, c'est la capitale de la médaille, donc a démarré avec toute l'industrie des médailles religieuses et qui s'est étoffée après pour tout ce qui est médailles souvenirs et autres. Et on trouvait intéressant d'ajouter à ces bols une médaille de notre marque de fabrique. Voilà, ce qui venait à souligner un peu le cachet haut de gamme de cette version du savon à raser. Voilà. Donc en possibilité de l'avoir soit en version dorée ou en version argentée. Augustin, j'ai vu qu'il y avait plusieurs logos. Si tu peux nous en parler de l'histoire de oui, ces logos. Si, effectivement. Alors c'est vrai que ça a été un challenge pour nous de trouver au fil de notre développement une image qui représente un peu la structure. C'était pas évident.
Et donc la première façon que ma grand-mère à l'époque avait trouvée pour représenter Martin de Candre, elle en avait parlé avec un dessinateur de bande dessinée à l'époque qui était spécialisé dans les dessins liés à l'époque préhistorique. Et donc ce qui est assez drôle, c'est que c'est vrai que dans les essences de végétaux qu'on utilise chez nous, le végétal précède l'ère humaine, si on peut dire. Et donc ce dessinateur avait en fait fait un dessin inspiré de cette image du végétal antique, enfin préhistorique, quoi. Et donc il avait fait cette fleur avec un aspect un petit peu archaïque ou primaire, mais qui représentait un petit peu la matière brute qu'on utilise dans nos ateliers, qui est naturelle, pas travaillée, et donc l'art de la parfumerie, c'est de les associer au mieux pour que ça révèle au mieux leurs essences. Donc il avait fait cette fleur avec Martin de Candre sur la tige, qui soutient cette fleur dont on peut bien se demander quel parfum il en ressort. Et en fait, c'est le meilleur moyen de le savoir pour nos clients, c'est de venir en magasin pour voir un petit peu, s'imprégner de l'âme de la maison et de ses parfums. Et puis ensuite, dans le développement de l'entreprise, est venue assez vite cette image du faiseur. C'est maman qui, en regardant un petit peu les brochures d'autrefois parlant du métier de savonnier, elle a trouvé dans un Larousse agricole cette image d'un faiseur de savon de Marseille. Donc on voit dans son atelier avec différents ustensiles qui caractérisaient le métier de l'époque. Et donc cette image-là, du fait de son authenticité, on se disait, ce serait intéressant de la rapprocher de notre histoire qui se veut aussi authentique. Et donc on a déposé cette image puisqu'elle n'avait pas de propriété définie. Et donc on a déposé cette image pour qu'elle devienne l'emblème de la savonnerie que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur tous nos savons pâtes. Tandis que cette fleur-ci conserve sa place pour la partie parfum, eau de toilette et savon fluide. Voilà. Donc c'est un peu deux univers, mais même si les images sont différentes, ça définit différemment une même maison, quoi. Donc en fait, tu viens de nous raconter l'histoire du logo. Là, on se trouve en gros dans le grenier des archives. C'est ça. On voit entre-temps, il y a la grosse affiche qui est sortie. Et moi, du coup, je me suis posé aussi la question, d'où vient Martin de Candre? Ah ouais, très bonne question. En réalité, au début de la savonnerie, la question de trouver un nom n'était pas forcément évidente, mais pour ma grand-mère, c'était assez important de se référer à quelqu'un qui fait encore parler de lui aujourd'hui, à savoir Saint-Martin, qui a énormément contribué à l'histoire de cette région où on se trouve aujourd'hui, qui est même décédé dans le village de Camp de Saint-Martin, qui se trouve à 1 kilomètre de là où nous nous trouvons. Et que dans la culture professionnelle de la génération de mes grands-parents, et que je pense on véhicule au jour d'aujourd'hui, c'est que ce travail harassant est quand même très fallait vraiment entreprendre ce qu'elle a fait tout le monde n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Et donc dans ce travail hyper prenant et harassant de l'époque, si on n'avait pas un minimum de questionnement sur le sens du travail dans la vie de foi, ce qu'elle faisait à l'époque paraissait complètement fou. Tout le monde lui disait, mais des savons à Fontevraud, dans quoi vous vous engagez, ça va être votre ruine et votre perte. Je pense que si elle n'avait pas eu cette foi, elle n'aurait pas créé la savonnerie et elle n'aurait pas choisi ce nom de Martin de Candre en référence à Saint-Martin, qui lui a réalisé des choses assez incroyables parce que c'était un homme de foi. Et je pense que si ma grand-mère n'avait pas eu cette foi, l'entreprise n'aurait jamais vu le jour et ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc
ce nom Martin de Candre parce que on ne pouvait pas littéralement reprendre le nom du village d'à côté, c'était sur le plan déontologique ça se faisait pas. Donc elle avait repris le nom de Martin et de Candre qui change du nom du village où est mort Saint-Martin. Voilà. Et on voit que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. C'est chaud, évidemment. Je vais se mettre sur ma langue. Ça teste l'acidité. Ouais. Alors, si ça piquait, ça voudrait dire qu'il y a encore de la soude à l'état libre. Ok. Donc il faudrait que je fasse cuire davantage. Là c'est bon, ça pique pas. Bon, mais du coup, on a vu la fabrication d'un savon à raser, savon pour le corps. Oui. Vous expliquez l'explication de l'histoire de la savonnerie, je vais y arriver. Et du coup, bon, on comprend bien que c'est une histoire familiale. Oui, donc, tout à fait, oui. Toi, tu es plus côté rasage. Exactement. Et ta maman Sur voilà, le reste des produits. Ce qui est pas évident, et c'est le challenge pour moi actuellement, c'est l'apprentissage du savoir-faire, parce que c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années.
Pour le savon à raser, on en a 6 différents. Je suis dans l'entreprise depuis 5 ans maintenant et c'est quelque chose que je dois toujours perfectionner. Parmi les 80 et quelques recettes de la maison, je n'en maîtrise qu'une douzaine, donc il y a encore une marge de progression importante et cette transmission se fait sur plusieurs années. Pour ma partie, effectivement, pour les savons à raser, j'ai en charge la fabrication, les approvisionnements, le packaging. D'ailleurs, pour le packaging, comme pour beaucoup d'autres choses, on essaye de se recentrer sur des fournisseurs français, voilà, qui proposent des emballages de qualité. Tu connais nos boîtes cloches qui protègent les pots de savon à raser, et c'est quand même des boîtes qui ont une résistance assez efficace quand il s'agit de les envoyer par correspondance et tout ça, ça les protège quand même bien. Voilà, donc il y a toujours ce souci qualitatif. Et puis un autre challenge qu'au jour d'aujourd'hui, je suis pas complètement encore en mesure de relever, et ça, le nez de l'entreprise, c'est maman, c'est la partie innovation et création de produits. Ça aussi, ça demande beaucoup de temps parce que, en plus de la demande sur les produits existants, se dégager du temps pour chercher encore autre chose, c'est un défi en plus. Et déjà, nos journées sont assez bien remplies. Donc la partie création, c'est pas rien. Mais on espère qu'en réorganisant le travail avec le projet de déménagement des ateliers, on puisse se restructurer pour se dégager du temps pour la création. À l'heure actuelle, on est en recherche sur quelques créations, que ce soit sur la partie savon à raser, et sur la gamme produits de toilette, que ce soit savon, eau de toilette, tout ça, il y a des choses qui se préparent. Que ce soit des choses qu'on invente ou des recettes du maître savonnier qui avait laissé pas mal de choses à l'entreprise et qui ne sont pas exploitées. Dans les archives, il y a beaucoup de choses qui dorment et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on s'intéresse un peu à elles pour les remettre au goût du jour. Voilà. Donc ça veut dire que savon à raser, il y a des nouveautés qui se font en cours. On ne peut pas en dire plus. Oui, oui, c'est vrai. Qui se prépare. C'est ça. Mais pas forcément de suite, mais c'est pour. Voilà, pour on va dire un futur proche, il y aura effectivement une nouveauté et la gamme ne se restreindra pas aux 6 existants au jour d'aujourd'hui. Parce que voilà, une fois qu'on a mis le nez dedans, on se prend au jeu et on aime ce challenge de créer, de ne pas rester sur ses acquis. Et puis aussi parce que la demande est là, clairement. Oui. Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup là, il y a l'agrume, le rose et le vétiver. À l'heure actuelle, c'est en série limitée. Tout à fait. Ça veut dire que c'est pas vendu à l'année. C'est pas vendu à l'année. Même si nos revendeurs professionnels mettent un petit temps aussi avant de les écouler. Donc je pense que quand on cherche bien, on peut toujours arriver à en trouver un petit peu. Néanmoins, nous, il y a 2 périodes clés où on les sort spécialement. C'est la période fin printemps, début été avec la fête des pères. Et puis la période de Noël. Voilà, c'est les 2 périodes phares où nos savons édition limitée sont disponibles à la vente. Et puis quand arriveront des nouveautés, passeront certainement dans la gamme produits classiques disponibles à long. Voilà. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, voilà. Ouais, donc en fait, on peut venir à la boutique. Et on peut trouver la rose et l'agrume et le vétiver. Oui. Dans ces périodes-là, s'il y a du stock. Exactement, exactement. Puisque en fait, on a un flux effectivement de visites assez régulier. En temps normal, avant le Covid, le magasin a accueilli, on va dire à peu près une fourchette qui va entre 20 et 27 000 visiteurs à l'année. Donc il y a quand même beaucoup de passages.
Et les gens sont contents de pouvoir découvrir l'ensemble de notre gamme à l'occasion de leur visite. Donc c'est pour ça qu'on n'écoute pas tout sur Internet. Et il y a énormément de produits qui sont en magasin et qu'on ne voit pas sur Internet parce que notamment on ne peut pas les envoyer. C'est compliqué pour nous d'envoyer des compositions avec des grandes barres de savon et tout ça. C'est pas possible d'envoyer ça par la poste. Même si la poste fait un bon travail, je veux dire, il y a trop de risques. Ouais. Ce serait le même challenge que d'envoyer un lustre de Murano. Faudrait une grosse caisse en bois avec et là les frais de port, c'est pas intéressant, quoi. Voilà. Beaucoup de facteurs. Oui. Et moi j'ai pensé à un point que beaucoup l'ont pensé, mais pour la partie rasage, les après-rasages alcoolisés. Oui. Donc en fait, ce que tu m'expliquais en fait à l'heure actuelle, oui, c'est que pour toi, l'après-rasage, il y en a des disponibles, mais sous forme d'huile. C'est ça. En fait, c'est vrai que... Alors, c'est intéressant parce que tu faisais toi-même la remarque, dans les après-rasages, traditionnellement, il y a la grosse baffe dont tu parlais, où c'est un après-rasage bien alcoolisé qui se coud dès le matin. D'avoir la petite claque. Voilà, c'est ça. Et puis il y a l'après-rasage un peu plus suave. Tu disais effectivement, c'est quelque chose un peu plus nourrissant pour la peau, un peu plus doux, à savoir des huiles végétales. Ça, nous, on en propose, mais sur le plan marketing, on va pas les appeler après-rasage spécifiquement. Alors peut-être qu'on passe à côté de quelque chose, mais du fait de leur polyvalence, on les restreignait pas à un usage exclusif pour le visage. C'est des huiles qui peuvent faire usage pour les mains, pour le corps, même le visage, mais on les a pas spécifiquement appelés après rasage. Mais même si ça le fait le même travail. Après, pour les après-rasages alcoolisés, ben là, on pourra réfléchir à certaines choses, oui, effectivement. Voilà, histoire de mettre une grande claque à leur sortie à nos aficionados. La porte d'un après-rasage alcoolisé, elle n'est pas fermée, quoi. Non. C'est tout à fait pensable, envisageable, quoi. C'est ça. Il y a même des gars dans le coin qui font une très bonne prune. Je pense qu'on pourra se baser là-dessus. Oui. Enfin bon, non. Et puis toujours la chose aussi, c'est avec toute création qu'on doit faire, il y a tout un dossier administratif qui accompagne l'innovation et la création de produits, qui est un très gros challenge, et l'étiquetage dans les règles de l'art des ingrédients qu'on met dans les produits. Et pour nous artisans, c'est un travail colossal qui limite beaucoup la cadence de création. C'est comme ça, faut faire avec. Mais c'est certain qu'il y a une grosse partie administrative qui va avec les créations et qui dose et limite la cadence de sortie. Ça, c'est indéniable. Tout à fait. Voilà. Peut-être aussi trouver un flacon et... voilà, le flaconnage, c'est pas rien. Le packaging, tout ça, c'est pas rien non plus. Alors nous, on a toujours eu une tradition un peu d'un habillage assez sobre des produits, mais c'est vrai que quand on va assez loin dans la réflexion marketing, ça peut prendre beaucoup de temps. Et on veut répartir le temps entre la création d'un savon, d'une eau de toilette, d'un produit d'usage et son emballage en parallèle. Faut doser le temps qu'on consacre aux deux, quoi. Parce que on peut ne pas compter nos heures sur la création d'un emballage, mais il faut que nous, notre priorité, c'est que le produit qu'on met dedans, c'est ça qui sera l'argument de vente. C'est pas forcément ce qui va l'habiller, même si c'est très agréable. C'est vraiment ce qu'on va mettre dans le produit qui sera l'argument de vente et c'est sa force majeure. Ouais, on n'est pas forcément dans l'autre parfumerie où c'est vraiment le flacon qui... C'est ça. Aussi, Voilà, même si se payer un flacon, on n'en a pas les moyens au jour d'aujourd'hui, c'est trop cher. Faut payer un moule et ça représente des dizaines et de milliers d'euros, c'est pas possible. Après, ce qui est amusant, c'est qu'à l'occasion de différents échanges et de visites, beaucoup de professionnels de la parfumerie se sont intéressés un petit peu à nos produits et notre façon de faire.
et disent qu'aujourd'hui c'est une façon de faire en voie de disparition. Ok. Ça, faut bien se le dire, c'est que la façon dont on travaille nos produits au jour d'aujourd'hui avec des matières 100% naturelles, ça demande des techniques d'autrefois qui ne sont plus au goût du jour pour l'industrie, si je puis dire, du parfum et de la cosmétique. Ça se fait plus. Okay. Ou c'est exceptionnel de le voir. Voilà. Ce qui revient un petit peu souvent, c'est ce qui a fait drôle, c'est de voir une savonnerie qui revendique un savon de Marseille en Pays de Loire. Ça, c'est une question qui parfois nous est remontée. Alors c'est vrai que le bassin marseillais se bat pour une reconnaissance et une IGP liée au savon de Marseille, IGP façon de parler. Voilà. En fait, même si le savoir-faire est né là-bas, dans l'histoire du savon, il s'est étoffé à tous les ports français, pas seulement au bassin méditerranéen. Et tous les ports dans l'histoire avaient leur savonnerie parce que c'est dans les ports qu'on amenait les huiles végétales exotiques. C'est dans les ports qu'on amenait aussi les graisses animales qui ont servi aussi dans l'industrie du savon, qui servent toujours au jour d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on revendique quand on parle d'un savon de Marseille, c'est on se réfère à un procédé avant tout. Ouais. Et puis, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le plus gros producteur de savon de Marseille, c'est la Chine. Ça fait sourire quand on dit ça, mais c'est un peu aberrant et un peu affolant. C'est que il circule tout et n'importe quoi dans le marché du savon. En France, il se produit chaque année, sans te dire de bêtises, on doit osciller à quelques centaines ou milliers de tonnes près. On doit tourner aux alentours de 20 000 tonnes de savon de Marseille produit en France chaque année. Et sur ces 20 000 tonnes, nous, on n'en fabrique que 15 tonnes. C'est rien du tout. C'est juste que ce qui va nous permettre d'exister, c'est qu'on va se placer dans le haut du panier parce que on va travailler d'une certaine façon, on va apporter le maximum de soins au produit. Et on va pas le vendre tout de suite, on va attendre 6 à 8 mois avant de le vendre parce que on veut respecter les étapes de séchage, d'emballage après séchage et tout ça, et que c'est quelque chose qui demande du temps et que ce cahier des charges, on ne veut pas le rogner pour répondre à une demande croissante parce que ce serait casser sa propre identité et ce serait un non-sens. Voilà. Oui, parce que du coup, je pense à séchage. Chez Martin de Candre, c'est que autant dans le savon de toilette que dans le savon de rasage, oui. Les produits sont durs. Oui, exactement. Durs parce que donc on fait cette saponification type marseillaise qui donne une pâte après assez robuste. Dur d'autant plus qu'on les fait sécher parce que avant d'être vendu, ce temps de séchage va faire perdre au savon à peu près 30% de sa masse. Ce qui demande de l'anticipation pour que au final le savon soit vendu avec le bon poids. Oui. Hein. Et que dans cette période de séchage, ça va être comme pour plein d'autres choses, même pour le vin, pour le fromage et tout, il y a une bonification, si je puis dire, du parfum. Voilà, une maturation où le parfum va évoluer, va s'incrémenter avec ses supports, que ce soit la pâte et les résines qu'il constitue. Donc tout ça, on le met à profit quand on attend le bon moment pour vendre le savon fini, quoi. Okay. Voilà. Et ça, c'est un impératif chez nous. Je repense à cette période du Covid où il y a eu un peu une précipitation sur les produits d'hygiène. Et on était appelé par des grandes surfaces qui disent « Allô, il me faut demain 4000 savons en boutique, c'est votre jour de chance » et tout ça. On a dit « Non, c'est pas notre façon de faire. Nous, on a toute une anticipation avant de vous offrir un produit de qualité et on va surtout pas taper dans nos stocks à gogo comme ça pour satisfaire une demande parce que... Bon, on est en pays ligérien et on dit que chez nous on aime bien prendre notre temps, à l'image de la Loire, voilà. Mais non, il y a des choses qu'il faut respecter pour garder
une image, qui dépend d'un savoir-faire, et les gens viennent chez nous pour ça. Ouais. Puis la grande distribution, c'est encore un autre milieu à part où oui, c'est ça. Vraiment artisanal, quoi. Voilà. Alors bon, c'est vrai que on travaille, hein, pour rien te cacher, avec certains revendeurs que tu connais, à plus ou moins grande échelle. C'est juste qu'avec eux, on a un contrat qui demande à ce qu'on anticipe les fabrications. Et puis que ça se voit dans les tarifs de revente, tout ce travail nécessaire et cette façon de procéder, on ne peut pas rogner sur les prix de vente non plus, parce que la main-d'œuvre se doit d'être payée à sa juste valeur, et que tout ce que font aussi les salariés, on leur est reconnaissant de toujours bien faire ce qu'ils font. Et donc ça passe par un salaire aussi reconnaissant, et on se donne les moyens d'assurer un équilibre de vie, que ce soit dans la façon de faire et dans la façon de manager aussi notre équipe. Hein. Voilà. Et j'y pense aussi un petit point, c'est qu'au niveau parfum, c'est uniquement des huiles essentielles. Tout à fait. Il faut aussi souligner ce point-là. Tout à fait. Ce qui explique aussi les tarifs qui en découlent, dans le sens où on s'interdit les matières synthétiques. Ces huiles essentielles proviennent des quatre coins du globe. On ne se limite pas à une zone géographique, parce que l'histoire de la parfumerie est faite de ces échanges qu'il y a eu entre les continents. Et la parfumerie d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est si on n'avait pas eu cette richesse de la faune. Alors pour les fixateurs animaux que nous on n'utilise pas, mais de la faune et donc de la flore pour les huiles essentielles. Voilà. Et cette mixité dans les essences donne une richesse dans la parfumerie exceptionnelle. Et donc c'est pour ça que chez nous on verra, on a à peu près de référencé pas loin d'une centaine d'huiles essentielles différentes. Et certaines venant de France, des dom-toms et des autres continents. Et c'est vraiment exceptionnel de travailler avec ces produits-là. D'une année à l'autre aussi, on observe des variations, parce que les végétaux dont elles sont tirées n'ont pas forcément les mêmes conditions de culture et de développement d'une année sur l'autre. Et c'est vraiment très plaisant de travailler avec ces matières-là. Et puis pour moi qui suis de profil horticole à la base, même si j'atterris dans l'univers qui appartient plutôt à l'univers de la chimie, travailler avec des matières naturelles qui viennent des végétaux, c'est un plus pour moi qui vient de l'univers de la production végétale, quoi. Ah, tout à fait. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'à préciser, toi, c'est pas ton... T'as pas commencé chez Martin de Cande. Non, non. J'ai eu la chance d'étudier dans l'univers du végétal et dans la production végétale. Dans le bassin de l'Anjou, quoi. Historiquement, c'est ça qui est la force de l'activité économique des Pays de Loire. C'est vraiment ce bassin horticole très caractéristique, et moi j'étais très content d'évoluer là-dedans. Et puis il y a eu cette occasion pour moi d'intégrer l'entreprise familiale. J'ai pas dit non et je le regrette pas aujourd'hui. Voilà. Ah oui. Histoire, oui. Voilà, ouais. Et oui, j'y pense aussi en parlant des huiles essentielles. Des fois, ce qui peut avoir un impact aussi, c'est que le consommateur, il s'en rend pas compte. Mais pourquoi un produit, il peut augmenter? C'est que suivant, je veux dire, une catastrophe naturelle ou quoi, la provenance de l'huile, elle va aussi augmenter par rapport au coût du marché, quoi. Exactement, exactement. D'une année sur l'autre. Alors, par exemple, pour l'huile de noix de coco. Par exemple, quand on est face à une catastrophe climatique comme un typhon, c'est une denrée très difficile à trouver derrière. Hein. Quand ça touche par exemple la zone des Philippines, c'est compliqué d'en trouver ailleurs. Je vais dire une bêtise, même pour d'autres essences. Bon. Le vétiver d'Haïti, par exemple. Le vétiver de Haïti, si on le remplace par un vétiver de Java au Bornéo, on n'aura pas du tout la même senteur, les mêmes notes qui viennent de Tahiti de Haïti ou de Java au Bornéo, ça va être totalement différent. Et on a l'exemple avec plein d'autres choses, ouais.
Ouais. Même les géraniums, par exemple, on utilise par exemple un géranium, certains qui viennent d'Égypte, d'autres qui viennent de Madagascar, et entre ces deux-là, c'est pas du tout la même senteur, parce que les terroirs sont différents et c'est très intéressant de pouvoir travailler avec ces différentes ressources, oui. C'est ça, ouais. C'est vrai que oui, on ne se rend pas compte, mais une huile elle peut avoir différentes senteurs selon la provenance. Exactement, oui. Parce que on a des variétés de plantes qui sont différentes. On peut être sur la même espèce botanique avec des variétés et des cultivars qui vont changer. Le terroir aussi va énormément impacter l'huile essentielle qu'on va extraire du végétal produit. Et tout ça, ça fait que d'une année à l'autre, on aura des savons qui vont avoir des évolutions dans la senteur. Et c'est ça notre richesse, c'est qu'on n'est pas sur un produit standardisé et que, comment dire, la réglementation tend à énormément contrôler la composition chimique des produits qu'on utilise. Seulement, une huile essentielle va avoir une diversité de molécules qui la constitue incroyable. Et quand on fait le commerce de ces produits-là, ce serait dommage de les traiter pour restreindre le spectre des molécules, au prétexte qu'on veut en éliminer, par exemple, des allergènes ou des choses comme ça. Parce qu'on va toucher l'équilibre installé dans l'huile essentielle et on va effectivement aussi impacter les notes que notre nez va détecter, quoi. Voilà. En fait, si on peut vraiment imager, une huile essentielle, on va dire c'est vivant, une synthèse c'est fixe. Exact. C'est ça, en fait. Exact. De synthèse, on va savoir exactement les ratios de molécules dedans et ça va être très facile à contrôler pour une production industrielle. Et quand un acheteur va se servir d'un même lot, quand un acheteur va acheter de cette marque de parfum en Asie, quand il va l'acheter aux États-Unis ou qu'il va l'acheter je ne sais où en Europe, il va exactement retrouver la même chose. Alors que nous, si vous l'achetez cette année et que vous allez racheter une autre toilette l'an prochain, ça sera pas strictement la même du fait de ça. Voilà. Alors ça peut plaire pour certains, ça peut déplaire à d'autres. Ils se disaient tiens, je préférais celle que j'avais en tête de l'an dernier, mais c'est comme ça, c'est qu'on travaille avec du vivant et que ça n'est jamais fixe. Ouais. Ok. Voilà. Et je pensais aussi à un petit point tout banal. Tu disais huile de coco, qu'on appelle aussi huile de copra. Exact. C'est la même appellation, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors dans l'univers commercial lié aux huiles, quand on parle d'huile de copra, en fait, la constitution chimique de l'huile de copra, on peut aussi l'avoir avec ce qu'on appelle l'huile de palmiste, dérivée de l'huile de palme, et qui va avoir aussi un spectre d'acide gras quasiment similaire à l'huile de copra tirée de l'huile de noix de coco. Et donc c'est pas évident parfois de bien distinguer les deux dans l'univers de l'industrie et du commerce des acides gras. Voilà, c'est des notions qu'il faut un petit peu avoir en tête pour bien savoir d'où viennent les huiles, quoi. Voilà. Ok. Et sinon, je pense que c'est bon, on a quand même vu une belle explication, oui. Un peu plus. Oui. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter?
que c'est toujours très plaisant d'avoir l'occasion d'échanger avec des personnes comme toi qui viennent rendre visite chez nous. C'est vraiment une chance et ça, je te remercie. Et puis avec aussi tout ton travail de communication, c'est super parce que c'est quelque chose que nous, on n'a pas forcément l'habitude de faire et que ce soit le temps ou les compétences pour faire des choses comme tu fais. Donc c'est vraiment génial et j'admire beaucoup quand on peut comme ça avoir cet échange de vis-à-vis. C'est ça. C'est familial, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que dans l'histoire de nos artisanats, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est important. C'est que notre métier d'artisan, autrefois, on s'identifiait comme producteur. Il n'y avait pas cette interaction qu'on a aujourd'hui avec nos clients. Okay. Dans le sens où un producteur, la visibilité, si tu veux, il s'y intéresse pas forcément. Et puis la relation client, c'est pas forcément quelque chose auquel il s'y intéresse. Et en fait, dans la vision un peu contemporaine de nos artisanats, il y a cet échange direct avec le client qui est beaucoup remis sur le devant de la scène. En tout cas, c'est ce que je vois concernant l'histoire de notre entreprise. Et en fait, il y avait cette recherche déjà du temps de ma grand-mère. En fait, c'est quelque chose qu'on découvre beaucoup avec les réseaux sociaux parce que la diffusion se fait à large spectre et quand on met une vidéo en ligne, ça permet d'échanger avec peut-être plus de personnes que avoir son stand sur un marché, par exemple. Mais cette vision un peu d'interaction avec le client, je pense que notre grand-mère l'avait déjà à son époque, en fait, paradoxalement, parce que elle a assez vite cherché à ouvrir un magasin. Elle aurait pu se contenter d'une vente par correspondance sans avoir la gestion de ce retour client. Et c'est pas évident compte tenu de la dimension réglementaire liée à notre travail. Souvent, on aime bien se protéger derrière un revendeur, oui. Parce que voilà, les retours négatifs qu'il aurait, c'est lui qui les prend. Lui, après, il nous appelle et puis il dit voilà, j'ai un problème, c'est peut-être plus facile. Mais notre grand-mère à l'époque, qui n'était pas chimiste à la base, elle a été formée comme ça aussi. Elle a eu l'audace de vendre son produit directement à ses clients parce qu'elle savait que c'était bien fait, que son travail, elle le faisait toujours bien. Et ça. Même si on n'est pas forcément très carré dans la réglementation parce que c'est un peu opaque pour nous, ou même si on serait pas forcément carré sur les appros parce que on n'est pas toujours très au fait de la composition chimique de nos produits, l'audace de bien faire son travail, c'est l'argument qui va nous pousser à directement voir son client. Si on n'était pas trop sûr, on se dirait je préfère bosser avec un revendeur, je me fatigue pas trop des retours que j'aurai. Non. Là, notre grand-mère déjà, il y a 30, 40, 50 ans bientôt d'existence pour l'entreprise, elle avait ce contact client qu'on a toujours eu, mais c'est juste qu'aujourd'hui on le revisite avec toi, avec cet univers des réseaux sociaux. Moi je me sens un peu un dinosaure là-dedans, mais je suis très content de pouvoir croiser des gens comme toi qui se sentent à l'aise là-dedans, c'est super. Mais c'est vrai que hier on était dans les archives, oui. Mais avant les réseaux sociaux il y avait aussi les magazines où tu montres oui. les articles et oui, tout ça. Oui. Il y avait quand même oui. C'est vrai. Public, quoi. Exactement, oui. Et je pense que en fait, on a vu des journalistes exceptionnels. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Le journalisme est un métier que j'adorerais faire et tout. À l'époque, j'ai souvenir quand même qu'on avait le contexte culturel du journalisme était très différent. C'est-à-dire que les journalistes qui venaient dormaient sur place. Ils visitaient les lieux, ils s'imprégnaient un peu des lieux et ils restaient là 2-3 jours, quoi. Ils faisaient leurs photos, ils faisaient leurs articles, alors qu'aujourd'hui, généralement, le premier réflexe que fait un journaliste, c'est « Allô, je voudrais votre dossier de presse ». Et en fait,
on doit assumer une partie du travail qu'à l'époque faisait de A à Z. Et même si on a un dossier de presse aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que dans tous les journaux qu'on avait et qu'on a en archive, il n'y a pas un article qui ressemble à l'autre. Chaque journaliste mettait sa plume et sa personnalité dans l'article qui sortait. C'est pour ça qu'on les garde, parce que du coup, on avait différentes visions des journalistes qui étoffaient un peu l'histoire de la maison. Et c'est pas un truc qu'on donnait clé en main comme ce qui peut se faire aujourd'hui souvent. Mais j'en doute pas qu'il y en a qui sont toujours à mettre leur touche personnelle et tout ça. Hein. Mais c'est pour ça que j'aime bien garder tous ces journaux en archive. Qui donnait un visage différent d'un journal à l'autre sur l'entreprise de ma grand-mère, qui est celle de maman, avec qui je partage la gestion aujourd'hui. Et que ça fait aussi partie de l'histoire de la maison, quoi. Oui, tout à fait. Ces articles, tout ça. Oui, complètement. On avait quelques petites anecdotes, que ce soit des personnalités artistiques qui venaient ici. Fontevraud, c'est un lieu de passage malgré tout. C'est la campagne, mais on a quelques personnalités qui sont venues ici. Et qui avaient, que ce soit dans le journalisme ou les arts et autres, avaient laissé leurs petits commentaires sur la maison, et ça fait toujours plaisir. Voilà. Ok. Moi j'y pense pour la petite histoire. On s'est rencontrés une première fois en 2018, c'était en Italie, à Bologne, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ouais. En fait, c'était Augustin dans une allée qui m'a dit excusez-moi, je vous connais. Oui, c'est ça. T'es connu comme le loup blanc, il n'y a pas à dire. Donc voilà, la base de la rencontre, ça s'est passé comme ça. Oui, exactement. Après, en fait, on est gardé en contact depuis ce jour-là. Et puis, puis de temps en temps, on s'écrivait, on se téléphonait, ouais. Non, mais en tout cas, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de venir nous voir, ça fait très plaisir. Et puis, voilà. Puis ce qui est génial, c'est qu'en saluant, on salue toute la filière de l'univers du rasage, et c'est quelque chose de très chouette. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Oui, non, mais c'est pas grave, on était sur la fin. C'est la fin. Ah bah tiens. Pas du tout quand on arrive. Mais non, l'écran, il est... Ouais, c'est interactif. Non, mais tiens, tu veux t'asseoir là, comme ça, tu lui dis au revoir comme ça. Tiens. Non, vas-y, Donc, oui. On était au mot de la fin. Voilà. Il va faire une vidéo. Confuse, hein. Non, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, tu devrais te mettre au milieu. Ah non, sûrement pas. Bon, mais pour la fin, il y a la maman d'Augustin qui nous a rejoint. C'est toute la partie savon de toilette que vous en chargez. Voilà, et bien moi j'allais faire le mot de la fin en fait, mais pour vous remercier de nous avoir ouvert les portes, pour nous montrer quand même ce que vous faites. On était très heureux, puis c'est vraiment sympa d'être venu comme ça. Ben ouais, avec grand plaisir, ouais. Ah oui, ça fait très plaisir. C'est vrai que tout le monde ne veut pas montrer ce qu'on fait, il y a quand même une partie. Je vous ai pas tout dit. Voilà, ça c'est normal, tout le monde a ça. Bien sûr, il y a des petites choses qu'on acquiert avec les années et qui sont précieuses pour nous, c'est le savoir-faire. Alors voilà. Donc, je fais tous les efforts possibles pour bien le transmettre à Augustin. Ça, c'est la passation. Non, on aime bien les gens curieux, quand même. Puis je disais qu'en saluant du coup Cyril, ce qui est drôle, c'est qu'à travers son périple, il fait tout un périple dans l'univers des acteurs du rasage à la française, quoi. Que ce soit les vendeurs, les producteurs, voilà, et que c'était toujours sympa de pouvoir, voilà. Oui, c'est ça, oui. Voilà, bravo en tout cas. Oui, merci à vous encore une fois. Mais c'est vrai que c'est un grand pas, je pense que c'est un grand pas de nous ouvrir vos portes pour montrer. Oui. Et puis ça, je pense que ça fait plus un côté convivial par rapport. Tout à fait. Mais je disais, on s'adapte aussi, c'est notre époque. Hein. C'est une nouvelle façon de travailler, de se faire connaître. Et je trouve que c'est un côté convivial, direct, qui est très agréable, très sympathique. Voilà. C'est vrai. Bon. À bientôt. Ciao. J'espère que ça vous plaira. Ciao. Muitos beijinhos. Bon. Il est sacrément équipé parce que il a un triple stabilisateur là.